Il y a quelques mois, YouTube s'est lancé dans une offensive sans précédent contre les bloqueurs de publicité. Du jour au lendemain, des centaines de millions d'utilisateurs ont découvert un encart noir à la place de leur lecteur vidéo. L'attaque a pris tout le monde par surprise, parce que jamais la filiale de Google n'avait manifesté publiquement d'hostilité envers ces extensions controversées. Mais le 10 octobre, sans prévenir personne, elle a dégainé contre eux l'arme la plus brutale qui soit, un mur anti-adblock. Et pour dissuader toute riposte, Google a mobilisé des ressources considérables. Ils ont modifié le code de la plateforme tous les jours pendant plusieurs mois pour faire chier les adblockers. Et au vu du rapport de force, on aurait pu s'attendre à ce qu'ils remportent une victoire rapide et complète, mais ça n'est pas du tout ce qui s'est passé. Laissez-moi vous raconter comment une poignée de bénévoles ont rendu fous les développeurs de l'une des entreprises les plus puissantes de la Silicon Valley. Alors à défaut d'avoir pu bloquer cet instant en promo, je vais essayer de le rendre le plus intéressant possible en vous expliquant pourquoi Trade Republic vient d'annoncer une dinguerie. Le premier qui la met gagne un paquet de princes. Waouh! Ok. Contrairement à ce que leur nom peut laisser penser, c'est pas vraiment une plateforme pour traders, mais une néobanque qui permet de placer un peu de son argent tous les mois sans frais. Si je veux investir en actions ETF crypto, c'est 1 € de frais de transaction et gratuit pour les investissements programmés. Rien à voir avec votre banque de quartier qui doit financer toutes ces agences. Même sans le placer, chaque euro qui dort sur mon compte me rapporte 4% par an. Mais surtout, ils viennent de sortir une carte Visa en acier. Regardez comme elle est jolie. Et elle vous rapportera 1% de SafeBacks sur tous les paiements. C'est un achat one shot, aucun frais mensuel et les cartes virtuelles sont même gratuites. Alors avec tout ça, je vous laisse voir le lien en description et on reprend. Il y a une première chose qu'il faut comprendre. Cette bataille que beaucoup de gens ont découvert en octobre dernier, elle existe en réalité depuis des années. Peu de gens le savent, mais YouTube et les adblockers s'affrontent en sous-marin depuis 15 ans. En fait, en 2006, quand Google rachète YouTube, la jeune plateforme est ultra déficitaire. Chaque jour, des dizaines de milliers de nouvelles vidéos sont chargées sur les serveurs et ça génère des coûts auxquels elle est incapable de faire face. Du coup, dès l'année suivante, Google commence à foutre de la publicité partout. Il y a des vidéos sponsorisées dans la recherche, des annonces cliquables, des bandeaux transparents super pénibles. Tout ça devient assez vite insupportable. À ce stade, on aurait rêvé d'un bloqueur de pub. Et bah, vous savez quoi? Ça existe déjà. Depuis 2002, il y a un module pour Firefox qui s'appelle AdBlock, tout court, et qui permet de masquer les pubs. En gros, quand le navigateur charge la page, AdBlock scanne la feuille de style CSS, il repère les pubs et désactive leur affichage. On appelle ça un simple filtrage cosmétique. C'est ingénieux, mais il y a un problème. Parce qu'en 2006, AdBlock est complètement obsolète. Il a été fait par un étudiant danois qui a fini par l'abandonner. Résultat, l'outil est largement dépassé par l'évolution d'Internet. Il est incapable de bloquer les objets Flash et Java comme les bandeaux de YouTube par exemple. Un petit coup de vieux là. Mais heureusement pour Internet, cette même année, un développeur moldave ramasse le flambeau. Il recycle une version d'AdBlock, réécrit entièrement son code et sort une extension qui va changer le game. AdBlock Plus. Pour l'industrie publicitaire, les fonctionnalités d'AdBlock Plus vont faire l'effet d'une bombe. Et pour YouTube, ça va tout changer. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Quand on charge une page web et qu'on voit des bannières publicitaires, on pourrait croire que ces dernières font partie du code du site internet. Mais ce n'est en général pas le cas. Pour chaque publicité, la page intègre en fait un petit script. Et son job, c'est d'aller chercher une pub sur un autre serveur. Depuis, le processus s'est complexifié et les demandes de publicité génèrent des requêtes en cascade. Il y a des mouchards qui déclenchent d'autres requêtes pour nous espionner. Résultat, on se retrouve facilement avec plus de 50 requêtes par page. Oui, c'était mieux avant. Avec AdBlock Plus, on ne masque plus simplement les pubs. L'extension peut maintenant stopper l'envoi des requêtes indésirables. C'est un peu comme la douane en fait. Chaque requête doit demander l'autorisation avant d'entrer. Et les serveurs de pub ne sont pas admis, évidemment. Maintenant, comment l'extension peut-elle savoir qui bannir et quelle URL filtrer? C'est là qu'intervient la deuxième innovation d'AdBlock Plus, l'abonnement à des listes de filtres. En quelques clics, on peut s'abonner à des listes noires. Mais quand on y pense, il y a plusieurs dizaines de milliers de serveurs publicitaires qui changent tous les jours. C'est un travail monstrueux. Qui va bien pouvoir se charger de constituer ces listes? Eh bah, vous savez quoi? Il y a un gars
paumé dans le nord de l'État de New York, un ouvrier machiniste qui va partir à la chasse aux URL. Le soir, après le boulot, dans sa cave, il va travailler comme un dingue jusqu'à accumuler 50 000 lignes. Sa liste, EasyList, va être tellement bien qu'elle va devenir la première liste intégrée par défaut sur Adblock+. Et il n'est pas le seul. D'autres gens vont partir à la chasse aux trackers, aux pop-up, aux messages d'avertissement, aux widgets, à tout ce qui nous emmerde sur Internet. Et très vite, Adblock+ va devenir le barrage anti-pub le plus efficace qu'Internet ait jamais connu. C'était vraiment génial. Et ça rend leur trahison quelques années plus tard particulièrement amère. Mais on va avoir l'occasion d'en reparler. Comme vous pouvez l'imaginer, les éditeurs ne vont pas apprécier. Pour eux, chaque pub qui ne se charge pas, c'est quelques centimes qui s'évaporent. Et ça va les rendre fous. En 2007, un pasteur protestant de l'Oklahoma lance les hostilités. Il interdit aux utilisateurs de Firefox l'accès à son blog et il prêche que utiliser un logiciel de blocage, c'est du vol. Sa déclaration va faire un bad buzz monumental et vous savez quoi? Il obtient l'inverse de l'effet escompté puisque grâce à lui, des millions de nouvelles personnes découvrent Adblock+. À partir de ce moment, on ne va plus compter les tribunes de publicitaires et les discours moralisateurs. Pour n'en citer qu'un, le rédacteur en chef de Tom's Guide va dire « Chaque fois que vous bloquez une publicité, vous empêchez la nourriture d'entrer dans la bouche d'un enfant. » Ah ouais, fallait l'oser celle-là. Mais à votre avis, est-ce que ça va faire du mal à Adblock+? En quelques mois, elle devient la première extension téléchargée sur Firefox. En quelques années, elle gagne des centaines de millions d'utilisateurs. Dans des pays comme la France ou les États-Unis, 40% des utilisateurs auraient désormais basculé. C'est monumental. Mais pendant tout ce temps, que fait YouTube? Est-ce que ses dirigeants chouinent comme tout le monde? Eh bah, pas vraiment. En fait, au début, ils s'en foutent royalement. Après tout, c'est une plateforme financée par la pub, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour l'instant, ils ne cherchent pas la rentabilité, juste à écraser tout le monde. Donc les bloqueurs, c'est le cadet de leurs soucis. Mais progressivement, les priorités vont changer. En 2013, YouTube passe la barre des 1 milliard d'utilisateurs mensuels actifs. Dailymotion est de l'histoire ancienne, les vidéos de chats ont été remplacées par des podcasts et des clips musicaux, et YouTube a réglé avec Content ID la principale menace qui pesait sur son modèle économique, les droits d'auteur. Le résultat de tout ça, c'est que les pubs, ça commence à rapporter. Du coup, ils mettent les gaz. Ils rajoutent les TrueView, puis les mid-roll, puis les masthead et autres bumpers, ce qui permet à YouTube entre 2017 et 2020 de multiplier le revenu par 4. Mais il leur reste un gros paquet d'argent à aller chercher. Le manque à gagner des adblockers. Alors, comment les contourner? La première stratégie possible, c'est de déguiser les serveurs des pubs, plus précisément les noms de domaine. Pour ça, ils créent des sortes de faux domaines de façade qui servent uniquement à rediriger les requêtes. Et ils les changent tout le temps. Cette rotation rend absolument intenable le travail des bénévoles qui font les blacklists. Mais ils finissent par trouver une parade. En faisant une résolution DNS, ils arrivent à démasquer les noms de domaine déguisés. Du coup, les éditeurs vont répliquer avec une autre technique encore plus vicieuse. Ils envoient une première requête au serveur de pub pour voir. Si elle rate, ils en déduisent qu'un adblocker est installé. Et pour contourner le blocage, ils vont faire appel à un outil très particulier, un serveur d'obfuscation. Son rôle, c'est de servir d'intermédiaire aux requêtes publicitaires. Mais plutôt que de simplement les transférer telles quelles, il va en modifier les URL. Ça n'est pas juste le nom de domaine qui change. L'URL d'une pub du lundi n'a plus rien à voir avec celle du mardi. Il n'y a aucun pattern. Autant dire que pour faire des blacklists, c'est l'enfer. YouTube et les bloqueurs de pub ne vont pas s'arrêter de jouer au chat et à la souris jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette dernière attaque d'octobre 2023. Mais alors pourquoi cette fois tout le monde en fait un fou? Après tout, on pourrait se dire que ça n'est qu'un épisode de plus dans la guerre entre les éditeurs et les bloqueurs. Mais en fait, pas du tout. S'il y a bien une arme que aucune grande plateforme n'avait osé utiliser jusqu'à maintenant, c'est le mur anti-adblock. Même Facebook, lors de sa grande offensive en 2016, n'avait pas osé. Mais YouTube l'a fait. L'attaque a fait l'effet d'un coup de pied dans une fourmilière. Sur GitHub et Reddit, les extensions reçoivent soudainement un afflux de signalements. Mais il se passe quelque chose d'inattendu. Les bloqueurs ont beau rafraîchir frénétiquement la page d'accueil, de leur côté, il n'y a rien. Il semblerait que YouTube ait trouvé une stratégie diabolique pour leur compliquer la vie. C'est que le mur n'apparaît pas pour tout le monde et pas dans les mêmes conditions.
Du coup, pour les devs, c'est l'horreur. Ils doivent faire le tri dans une marée de milliers de messages plus ou moins intelligents. Et ils ont beau tenter de modifier leurs règles de filtre, ils n'arrivent pas à dégager l'encart noir. Le filtrage cosmétique ne marche pas, les filtres réseau non plus. En fait, on dirait que YouTube a utilisé un dispositif particulièrement sophistiqué. C'est comme s'ils avaient mélangé la logique du blocage avec les fonctionnalités du site web. C'est un vrai plat de spaghettis. Pour les adblockers, l'enjeu est énorme. C'est une question d'honneur. YouTube, c'est le deuxième site web le plus visité au monde après Google. C'est 2,7 milliards d'utilisateurs actifs par mois. Mais surtout, YouTube, c'est précisément la raison pour laquelle des millions d'utilisateurs ont installé un bloqueur de pub pour la première fois. Et là, ils se prennent un mur. Sur le papier, s'il y a une extension qui aurait les ressources pour contre-attaquer, c'est Adblock Plus. C'est maintenant la plus grosse extension du monde. Elle détient une task force anti-contournement de développeurs ultra chevronnés dont le travail pénible est de disséquer des scripts anti-adblock. Bref, c'est censé être des cracks. Et dans un communiqué, Adblock Plus déclare les avoir mis sur le coup. Du coup, tout le monde s'attend à ce qu'ils ripostent. Et pourtant, c'est pas du tout ce qui va se passer. Quelques semaines après le début de l'attaque, ils font une déclaration surprenante. Ils annoncent qu'ils comprennent la décision de YouTube d'entamer une conversation avec ses utilisateurs. En gros, ils ont décidé d'abandonner la partie. C'est trop chelou, non? Parce que c'était le concept à la base de bloquer les pubs. Et bah en fait, si vous avez suivi l'histoire d'Adblock Plus, tout c'est clair. Depuis les années 2010, Adblock Plus a trahi la cause. C'est plus un projet philanthropique conduit par des bénévoles désintéressés, mais une entreprise lucrative avec des partenaires bien particuliers. En 2011, le créateur d'Adblock Plus s'est associé avec deux profils commerciaux pour fonder Aio. Ils ont récupéré l'extension éponyme, mais aussi Adblock et uBlock. Donc c'est devenu le géant qui a capté l'ultra majorité des utilisateurs. Et c'est à ce moment précis que les associés ont fait un move hallucinant. Ils sont allés voir leurs adversaires de toujours, les régies, et ils leur ont dit: si vous rendez vos publicités un peu moins intrusives et si vous nous payez, on pourra les laisser passer. Ils ont signé avec tout un tas d'entreprises, Taboola et leur pub dégueu, Criteo pour l'horrible retargeting et Google. Adblock Plus a noué un partenariat avec Google pour plusieurs dizaines de millions d'euros chaque année. C'est sûr que pour attaquer YouTube après, ça doit être moins motivant. Mais alors si le géant mondial du blocage se couche, est-ce qu'on est condamné? C'est sans compter l'existence d'une poignée de bénévoles qui va être à l'origine du plus beau retour de flamme de l'histoire des adblockers. Ils se connaissent pas vraiment, mais pour faire la nique à YouTube, il y a un endroit où ils vont se retrouver. Sur le GitHub de uBlock Origin. UBO, c'est une extension un peu à part. Contrairement à toutes les autres, ça n'est pas une entreprise, mais un projet communautaire. Pour la petite histoire, elle a été créée en 2014 par un Québécois, tendance libertarienne, en réponse à la trahison d'Adblock Plus. Elle a toujours évolué dans l'ombre du géant, mais depuis quelques années, l'extension est à la pointe d'une technique de blocage prometteuse, l'injection de scriptlets. Ces scriptlets sont un peu une sorte de boîte à outils mise à disposition des développeurs pour appliquer des logiques très puissantes et complexes avec très peu d'efforts. Par exemple, Trusted Click Element permet de cliquer automatiquement sur une série d'éléments au chargement de la page pour dégager une bannière de cookies par exemple. En juillet 2023, pour aider à contrer YouTube, un utilisateur propose d'en rajouter un dans l'arsenal de UBO. Trusted Replace Fetch Response. C'est un vrai super pouvoir qui permet d'isoler certaines requêtes et d'altérer très légèrement leur réponse. Pour bloquer des pubs discrètement, c'est redoutable. Alors, ils vont enquêter et au bout de quelques jours à peine, un développeur crée ce filtre. On dirait du charabia, mais c'est du génie. Les deux premières lignes permettent de supprimer de façon chirurgicale les pubs sans casser le reste. Et surtout, les deuxièmes permettent de dire, dans ces conditions très précises, tu dois les laisser passer parce que ce sont de fausses requêtes. En 4 lignes, il bloque les pubs et évite le piège tendu par YouTube. Tout le monde met à jour son extension et ça marche. Ils ont fait sauter le mur anti-adblock. Sauf que dès le lendemain, il revient. Visiblement, la filiale de Google a mobilisé une équipe en full time sur ce dossier. À partir de là, le ping-pong ne va plus s'arrêter. YouTube fait des updates quotidiennes, parfois à seulement quelques heures d'intervalle. Mais la perspective d'emmerder la plateforme donne des ailes aux bénévoles. Ils vont jusqu'à créer une page pour permettre à tout le monde de compter les points. Si la page est verte, ils gagnent. Si elle est rouge, ils perdent. Et 90 jours plus tard, alors que YouTube a modifié son code 108 fois, la page affiche insolemment une jolie couleur vert pomme.
YouTube croyait peut-être pouvoir se débarrasser une fois pour toutes de tous les bloqueurs de publicité, mais au final, ils ont obtenu tout le contraire. Tous les projecteurs se sont tournés vers UBO. Sur Google, les recherches pour uBlock se sont multipliées par 5. Sur Reddit, leur communauté a explosé. Mais ça n'est pas tout. YouTube a tellement corsé son jeu sur ses scripts de contournement que, sans le vouloir, ils ont aidé UBO à monter en niveau. Pour faire face à YouTube, l'équipe d'UBO a dû développer des outils qui surpassent tout ce qui avait été fait jusqu'à présent. Ce qui veut dire que quand d'autres plateformes vont vouloir attaquer, eh ben bonne chance à eux. Surtout que les adblockers ont montré qu'ils étaient tellement têtus que même dans les pires conditions, ils étaient imbattables. Ils n'ont pas besoin d'argent, tout ce qu'ils veulent, c'est faire chier l'industrie publicitaire. Alors contre un tel adversaire, qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, tout est bien qui finit bien. C'est bon, les adblockers ont gagné. Eh ben en fait, pas vraiment. Il est bien possible que en réalité, tout ça n'ait servi à rien. Parce que dans quelques mois, Google va déclencher la Chrome Apocalypse. Sur Chrome, les extensions de blocage fonctionnent en utilisant une API, un programme qui leur permet d'interagir avec le navigateur. C'est l'API appelée Web Request qui leur permet d'examiner chaque requête et d'en modifier le contenu. Mais en 2018, les équipes de Chrome annoncent qu'ils vont la changer dans le cadre d'une giga refonte de leur plateforme d'extension. En fait, d'après Google, Web Request donne aujourd'hui aux extensions un pouvoir trop dangereux. Grâce à l'API, elles peuvent littéralement accéder à tout ce que contiennent les requêtes. Email, photos, données sensibles, et il y a des développeurs criminels qui utilisent ces fonctionnalités pour le pire. Ils en profitent pour récupérer des mots de passe ou insérer des badware. Genre celle-là, regardez, si vous l'installez, vous vous faites victimiser avec des pubs partout, c'est une horreur. Donc Google a décidé de dire stop. Il propose une nouvelle API. À partir de maintenant, les extensions devront montrer patte blanche. Tout blocage de requête devra au préalable être approuvé par Google lors d'une procédure de révision. Sur le papier, ça règle vaguement le problème des malwares, mais quand les adblockers ont appris ça, ils ont halluciné. Parce qu'avec Manifest V3, à chaque fois qu'ils voudront faire une update, ils devront attendre que les développeurs de Google valident la mise à jour. Selon leur bon vouloir, ça pourra prendre entre quelques heures et quelques semaines. Et en plus, ils ont limité les listes à 30 000 lignes et ils vont l'appliquer sur Chrome, mais également sur tous ces navigateurs dérivés. Donc en gros, contre YouTube, la bataille sera perdue d'avance. Et contre tout le monde en réalité. Depuis le début de l'histoire des adblockers, c'est leur grande liberté qui leur a permis de répondre coup pour coup aux assauts des publicitaires. Avec cette API limitée gravée dans le marbre, ils sont condamnés à l'obsolescence. Dans ce paysage apocalyptique, il ne restera finalement plus qu'un petit îlot de liberté, Firefox. Contrairement à quasi tous les navigateurs, ils ont leur propre moteur, Gecko, qui leur permet de résister aux diktats de Google et de maintenir l'ancienne API, pour l'instant. Tout ça est bien déprimant, et on a l'impression que YouTube est le grand méchant de l'histoire. Mais au fond, est-ce que c'est vrai ? On est tous d'accord pour dire que les publicités sur YouTube, c'est chiant. Mais en même temps, est-ce que c'est pas ça qui finance la plateforme aujourd'hui? C'est ce qui permet de faire tourner ses serveurs et charger l'équivalent du catalogue de Netflix tous les jours. Si tout le monde faisait comme nous, qu'est-ce qui se passerait? YouTube mettrait un paywall et ce serait la fin du contenu vidéo gratuit. Mais d'un autre côté, c'est quoi nos options? On pourrait continuer de regarder YouTube gratos, mais cette fois en acceptant les pubs. On est d'accord, les publicités sur YouTube, c'est devenu l'enfer. On peut facilement se taper 5 ou 10 pubs par vidéo et pas des plus soft. Des formations insipides pour obtenir la liberté financière ou 4 fois la même putain de pub Doritos. Donc, il reste quoi? Il reste l'abonnement premium. Sur le papier, pourquoi pas? L'abonnement, ça pourrait être la solution d'avenir, le modèle de financement qui ferait sortir YouTube de la pub. Spontanément, j'ai envie de donner une chance à cette idée. Mais 13 € par mois, c'est cher quand même. Est-ce que c'est vraiment ça le prix à payer? Eh ben, on va faire le calcul. Si on regarde 1 heure de vidéo par jour, avec des pubs de 10 secondes toutes les 3 minutes, ça équivaut à 600 publicités par mois. Qu'est-ce que YouTube gagne avec ça? Pour le savoir, on a besoin du CPM, le prix que l'annonceur paye à YouTube pour l'apparition de 1000 publicités. Grosso modo, si je regarde sur ma chaîne, ça tourne autour des 5 €. Et bah, après calcul, laissez-moi vous annoncer que chaque mois, on rapporte à YouTube la modique somme de 3 €. C'est dingue! Ça veut dire que se taper 100 minutes de pub insupportable, ça rapporte seulement 3 €. J'avais jamais réalisé, mais c'est vraiment un business model tout pourri quoi. Donc,
YouTube, faites un effort. Mettez votre putain d'abonnement à 4 € et tant que vous l'aurez pas fait, on continuera d'utiliser un adblocker. C'était Micode. Salut!